y a des gens qui sont très polarisés sur la dichotomie échec-réussite. Et en fait, moi, je suis pas trop là-dedans naturellement. Je pense que j'ai été petit, mais maintenant plus du tout. C'est-à-dire que je ne vois quasiment rien comme un échec, rien comme non plus une réussite au total en fait. Donc je suis toujours assez nuancé par rapport à ça. Donc des échecs, oui, sûrement, j'ai plein de livres qui sont restés dans mon fichier Word, dans mon Mac. Les cabinets ont marché plus ou moins bien, etc. Mais pour autant, je ne vois jamais ça comme des échecs. Pour moi, ça me sert d'apprentissage. Je fais différemment, autrement, je fais mieux, j'espère en tous les cas, mais j'avance avec ça en fait. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout le Concept Podcast. Ce podcast est un outil pour te transmettre des choses pour mieux entreprendre et pour mieux vivre. Dans cet épisode qui sera scindé en 2 parties, on entame la saison Entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir Anthony Mette. Il est docteur en psychologie, il est conférencier, il a co-créé l'entreprise de formation Focus Consultant. Il est aussi l'auteur de nombreux livres. Son dernier livre publié est Le bien-être, ça se travaille, où il y transmet ses techniques pour accéder au bonheur. Vous pourrez retrouver tous les liens vers toutes ses activités dans la description du podcast. Dans cette première partie, on aborde son histoire, on aborde ses études en psychologie, ses inspirations, sa transition pro, sa vision de l'échec. On y aborde des conseils qu'il va donner aux préparateurs mentaux, la performance chez le sportif de haut niveau, sa gestion de l'ego et du sens derrière la compétition. Pense à t'abonner et à mettre un avis sur Apple Podcast ou un commentaire. Je te remercie d'avance et je te souhaite un très bon épisode. Alors bonjour Anthony. Bonjour. On va tout de suite commencer et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc Anthony Mette, j'ai 35 ans pour être très précis. Je suis docteur en psychologie et je travaille sur différentes fonctions. Donc je suis préparateur mental. Je suis presque plus psychologue. Je suis maintenant plus, on va dire, dans la formation et dans l'accompagnement à la formation professionnelle. Je suis aussi conférencier et auteur de différents bouquins en préparation mentale et psychologie, du bien-être, du bonheur, tout ça. Et alors, première question, est-ce que tu savais exactement ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, non, j'avais plein de projets différents et j'étais un peu éparpillé. J'ai su ce que je voulais faire quand je suis rentré à la fac et je suis rentré pour ça. Je suis rentré en psycho pour faire psy du sport. Je voulais vraiment être psychologue pour les sportifs. Donc c'est ce qui m'a un peu guidé, c'est ce qui m'a aidé aussi, je dirais, à rester en psycho parce que j'ai pas du tout aimé la psycho quand j'y suis rentré. Les premières années, c'était une torture pour moi et jusqu'à la fin, c'était compliqué. Mais j'avais une sorte de projet assez précis en tête et qui a un peu guidé ma motivation, qui la maintenait toujours à peu près à flot en fait. Donc c'est ce qui m'a aidé. Donc j'ai construit tout mon cursus universitaire sur cette ambition et ce projet-là d'être psychologue du sport. Et du coup, tu subissais un peu les études, t'avais pas la motivation d'apprendre tes cours Non, je subissais vraiment, en fait, c'est le mot peut-être un peu fort, mais c'était quand même assez compliqué parce que c'est très différent à la fac de psycho de ce qu'on imagine, on va dire, quand tu es au lycée, quand tu y es vraiment, ça n'a rien à voir. Et puis, et moi, je venais faire de la psycho du sport, en fait, sauf qu'à l'époque, c'était il y a déjà un petit peu de temps. Il y a 15 ans, il n'y avait pas du tout ça comme enseignement à l'université. Du coup, je me suis retrouvé à faire des cours de psychologie entre guillemets assez classiques, assez généralistes, voilà, et qui pour moi étaient très difficiles à suivre. Enfin, du moins pas très intéressants. Alors l'intérêt est venu après, et je me rends compte maintenant à quel point c'était quand même intéressant et instructif et pour le coup une force. Mais quand j'y étais, c'était vraiment compliqué. Et en plus, j'ai dans mon parcours un élément, on va dire, qui s'est joint, c'est que j'ai fait un Erasmus en Allemagne. Je ne savais pas qu'en Allemagne, psycho était une des meilleures facs, on va dire, dans le système universitaire allemand. Parce que là-bas, les meilleures facs, en fait, c'est psycho et STAPS, tout l'inverse de la France. Ouais, c'est marrant ça.
parce qu'ils ont un système de sélection. En fait, tu rentres avec un bac, un abitur, avec une note, on va dire, de base, et les meilleures notes vont en psycho et en STAPS. Donc, comme quoi, ça change d'un pays à l'autre. Et du coup, là-bas, j'ai découvert le système d'enseignement universitaire et même lycée-collège allemand, et la pédagogie n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Le système de partage, d'écoute, d'enseignement est quasiment à l'opposé et clairement est meilleur. Du coup, retourner en France, c'était pour moi compliqué. Ouais. Mais bon, c'était pas non plus la torture. Hein, donc, Et dans ton environnement familial, tes parents t'ont pas inspiré y a pas un frère, une sœur? Non, rien à voir, c'est complètement fou. En fait, je viens d'un monde assez particulier parce que chez mon père, on vient du cirque. On vient d'une longue famille de tradition circassienne. Du coup, on doit être 2-3 à avoir le baccalauréat et Sérieux 2 à avoir été à l'université. Donc, rien à voir en fait. Mais même si maintenant, je vois quand même qu'il y a du lien et je me rends compte que le cirque, quand même, c'est une belle école de la vie et un bon apprentissage de beaucoup de choses. Et qu'en fait, il y a beaucoup de liens entre ce que je fais en tant que psychologue et le cirque. Mais je me rends compte maintenant, je le théorise un peu maintenant, mais à l'époque, c'était pas du tout évident, en fait. Là, en prenant du recul, tu arrives à mieux connecter les choses. Exactement. Ouais. Et je te dis non, en même temps, quand j'y réfléchis encore un peu plus, je me dis qu'il y a quand même du lien, parce que j'ai quand même des cousins qui font des trucs de fou. Hein. J'ai des cousins qui sont funambules à 50 mètres de haut, qui font des trucs vraiment extraordinaires, en fait, hyper dangereux et totalement fous. Et j'ai grandi là-dedans, en fait. Donc pour eux, ils font pas du sport, ils font une sorte d'art, une sorte de discipline particulière, mais qui, pour moi, aujourd'hui, est extrêmement instructrice, parce que du coup, je prends un peu leurs techniques et leurs astuces qu'ils ont développées sans forcément s'en rendre compte non plus. Hein. C'est très intuitif. Exactement, c'est totalement intuitif. Mais pour moi, en fait, c'est magique parce que ça m'aide à... Enfin, pour les gars avec qui je bosse après, c'est une source de travail phénoménale. Et alors, t'es préparateur mental, t'es psychologue en général, psychologue du sport, t'es aussi écrivain. Et je voulais dire, c'est quoi vraiment la différence entre préparateur mental et un psychologue ou un coach, par exemple? Bon, c'est des questions après de formation. En France, la formation officielle et de base, c'est quand même de faire la fac de psychologie, donc sur 5 ans. Et du coup, au bout de 5 ans, tu as un master en psycho et tu es reconnu comme psychologue, ce qui est totalement insuffisant à mon sens. Hein. C'est 8 ans aux USA, au Canada, c'est 5 ans plus 3 ans après de SP en Allemagne. Enfin, normalement, on devrait être beaucoup plus formé que ça, plus longtemps et mieux. Mais bon, parenthèse sur la fac de psycho. Donc les psychologues ont fait la fac de psychologie, concrètement. Les coachs ont fait une formation beaucoup plus courte en coaching, souvent en entreprise, donc sur 1 an ou 2 ans maximum. Et ils ont tous des formations diverses et variées, en management, en RH, en je ne sais quoi. Donc c'est plutôt des gens qui ont déjà une expérience, on va dire, du monde pro et qui veulent faire autre chose, donc qui sont en reversion, qui veulent utiliser soit leur intuition pour le coup, soit leurs outils et leurs connaissances de leur domaine spécifique et qui donc font du coaching. Et les préparateurs mentaux, c'est encore autre chose. Alors la plupart viennent de STAPS, donc des sciences STAPS, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais viennent du sport du coup. Et en fait, ce sont des sortes de coachs pour les sportifs principalement. Même si aujourd'hui le métier vient aussi un peu se diversifier et qu'on vient à faire la préparation mentale dans tous les domaines, l'entreprise, le sport, la musique, le chant, l'art en général. Et les formations sont pareil, des fois courtes, ça peut être sur 1 an, un peu comme les écoles de coaching, du coup, sur 5 ans avec un master en STAPS. Voilà. Mais en France, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal d'écoles, de sous-écoles, de métiers qui se créent, et puis il y a des conflits aussi. Ouais. Voilà, mais rien n'est pas encore, enfin tout n'est pas encore cadré. Non, le seul truc qui est cadré, c'est le métier de psychologue, qui est un métier, on va dire, certifié et déposé, donc on ne peut pas se déclarer psychologue comme ça, c'est impossible en fait. Il faut vraiment faire un cursus de psycho pendant 5 ans. Le reste, c'est plus aléatoire. Ok. Et alors, t'as ton cabinet de psy, t'as monté aussi une boîte qui forme des personnes à devenir préparateurs mentaux. Préparateurs mentaux. Préparateurs mentaux, pluriel, ou mental au singulier, mais... t'as écrit combien de bouquins ?
J'en ai publié 4, j'en sors 2 en 2020, normalement, et j'en écris là en ce moment 2 et demi, 3, ça dépend de mes jours d'inspiration et de tout ça. Et on a l'impression du coup que t'as pas vraiment eu d'échec. Est-ce que tu penses que t'as eu un échec dans ta vie ou quelque chose qui t'a... Quel rapport t'as avec ça? Oui, alors, cette question me fait toujours un peu rire parce que c'est vraiment une question que moi je traite du coup en préparation mentale. Y a des gens qui sont très polarisés sur la dichotomie échec-réussite, et en fait moi je suis pas trop là-dedans naturellement. Je pense que j'ai été petit mais maintenant plus du tout. C'est-à-dire que je ne vois quasiment rien comme un échec, rien comme non plus une réussite au total en fait. Donc je suis toujours assez nuancé par rapport à ça. Donc des échecs, oui sûrement, j'ai écrit plein de livres qui sont restés dans mon fichier Word dans mon Mac. Les cabinets ont marché plus ou moins bien, etc. Mais pour autant, je ne vois jamais ça comme des échecs. Pour moi, ça me sert d'apprentissage. Je fais différemment, autrement. Je fais mieux, j'espère, en tous les cas. Mais j'avance avec ça, en fait. Ouais, l'échec t'a jamais bloqué, fait mal ou tu t'es dit, vas-y, là, j'y vais pas parce que cet échec était trop dur, jamais? Non, jamais. Après, je suis quand même encore assez trouillard, donc je prends pas non plus des risques phénoménaux dans ce que je fais en fait. J'investis pas 10 millions dans une entreprise ou dans un cabinet. C'est des sommes très modérées, des investissements financiers et humains vraiment très, très modérés, donc c'est pas non plus. Ça me paraît pas extrêmement compliqué. Écrire un bouquin, tu l'écris, s'il est nul, il est nul, c'est pas la fin du monde. Et s'il se vend pas, le prochain se prendra mieux, mais c'est pas des prises de risque non plus énormes que j'entreprends, il me semble. Ok. Et pourquoi parce que là, tu m'as dit au départ que ton cabinet de psy, tu étais de moins en moins psychologue. Pourquoi tu as décidé de changer de direction? Enfin, pas forcément changer de direction, mais te concentrer plus sur la formation? Pour plusieurs raisons. En fait, j'ai eu un cabinet j'en ai eu plusieurs pendant à peu près 10 ans, entre 2010 et 2020, donc j'ai eu, je crois, 5 cabinets différents, des fois à temps plein, des fois sur des cartons, des mi-temps, etc., dans différentes zones géographiques avec différentes populations. À la fin, j'avais un super cabinet qui tournait très bien et qui était en plein centre-ville de Bordeaux, qui était vraiment hyper classe, vraiment très, très sympa. Le problème que j'ai eu, il y en a plusieurs, c'est que vraiment je me lasse très facilement de ce que je fais, donc j'ai besoin de nouveautés tout le temps, de changements. Le deuxième, c'est que du coup, avec le temps, j'ai développé une méthode de travail en suivi psychologique qui fonctionne très très bien, mais qui fonctionne tellement que du coup je me suis basé sur ça et à la fin plus que sur ça, et que du coup c'est devenu un petit peu lassant de répéter les mêmes choses tout le temps, et moi j'apprenais plus trop avec les patients par rapport à leur profil, parce qu'à un moment donné on a fait le tour en fait, Même si chacun est différent et unique, on a quand même pas mal de points en commun, on fonctionne tous de la façon à peu près similaire, ou du moins par grand profil, etc. Donc les choses se répètent souvent, et moi ça me mettait à la fin un peu lassant. Et le troisième problème, c'est que c'est fatigant, concrètement. Suivre des gens individuellement, c'est quand même assez coûteux en termes d'énergie, d'émotion, c'est même des fois vidant. Donc, quand j'ai commencé jeune, je faisais 2 patients par jour et j'étais crevé. Ouais. Puis je suis monté à 3, 5, 8 à la fin, des fois 10 quand vraiment je devais remplir le cabinet, j'avais pas le temps pour les voir d'autres jours, donc je remplissais à fond. Et on peut le faire, mais on sort de là assez vidé. Et moi, j'avais 2 types de patients. J'avais des patients qui étaient plutôt sportifs, sportifs à un niveau soit très élevé professionnel, ou de façon intensive dans leur quotidien en termes d'heures de pratique par semaine. Donc ces gars-là sont géniaux, mais ils te mangent la cervelle, vraiment. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte quand on est, on va dire, en ordre de SAM, c'est qu'ils ont des profils très atypiques, ils font des métiers atypiques, et en fait, ils ont un style de vie qui est totalement... atypique ne serait pas le bon terme, mais qui est totalement en dehors des normes sociales. Donc eux, le week-end, ils sont en déplacement, en compétition. Le soir, ils se couchent très tôt ou très tard. Ils ont très peu de copains et de relations en dehors de leur monde sportif. Ils sont en vacances au mois de mai ou au mois de juin, alors que tout le monde est en vacances en juillet-août. Certains ont beaucoup d'argent, il y en a qui jouent devant des stades de 50 000 personnes.
Donc, toi, tu as une influence sur quasiment une ville, une région entière. Ils rentrent à la maison, ils sont harcelés sur Twitter, Facebook, machin. Enfin, ils ont une vie compliquée. Et du coup, quand tu es avec eux, c'est super intéressant à voir. Mais ils te font aussi porter toute leur pression et tout. Enfin, donc c'est assez compliqué. C'est génial. C'est difficile, ça. Non, c'est super. C'est un travail vraiment extraordinaire, mais c'est très fatigant. Donc ça m'a un peu fatigué à la fin. Donc j'ai encore des suivis avec des sportifs pros, mais je les choisis vraiment ceux avec qui je veux travailler. C'est un luxe quand même assez important. Et je mets aussi en place un suivi de façon à ce que ça me paraisse pour eux et pour moi viable et constructif, et je sais qu'on va travailler correctement ensemble. Et donc j'avais un autre type de patients qui étaient plus des patients entre guillemets classiques, donc il y avait des questions plutôt liées d'ordre personnel, au bien-être, au stress, etc. Et ces patients-là, pareil, c'est à la fois moins compliqué à suivre et à la fois compliqué parce que du coup ils te demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie en fait. Quand ils sont stressés, les gens te demandent beaucoup d'attention. Et du coup, je crois que j'ai perdu avec le temps ma capacité d'attention et d'empathie en fait. Donc pour un psy c'est un peu embêtant. Du coup je m'en suis rendu compte et j'ai essayé de changer un peu ça, et donc j'ai réduit avec le temps les consultations, et quitte à quasiment arrêter totalement pour ne faire plus que de la formation en fait, qui pour moi est plus facile, me permet une plus grande créativité et liberté aussi dans le ton, la forme et dans les outils qu'on peut développer, tout ça, et je m'y retrouve plus pour l'instant en tous les cas. Ok, donc là tu te sens plus épanoui en tant que formateur. Ouais, c'est beaucoup plus ça, mais même je veux dire, franchement je me rends de plus en plus compte, parce que du coup en étant libéral, j'ai pas mal de potes qui sont aussi en libéral, enfin qui sont libéraux. Donc des médecins, des psys, des kinés, des huissiers, tout ça en fait, et je me rends compte quand même que le travailler en libéral, ça te donne une liberté quand même assez folle, et tu maîtrises ton emploi du temps quasiment comme tu l'entends, outre les contraintes financières et d'URSSAF, mais quasiment tu maîtrises ton truc. Après, c'est quand même difficile, parce que quand tu es face à des gens, toujours au cas par cas, en individuel, et vraiment, ils te prennent beaucoup d'énergie, et je trouve que mes vieux collègues médecins, etc., sont très fatigués, et que des fois, ils devraient faire autre chose, ou plus tôt, mais c'est une question compliquée. Et une personne que tu formes pour devenir préparateur mental, tu penses que c'est quoi la chose la plus importante qu'elle devrait avoir, ou la chose en premier que tu vas lui transmettre pendant un cours Il y a deux choses que je leur vends vraiment en premier, et sur lesquelles j'insiste pendant toute la formation, qui dure quand même 1 an. C'est leur besoin de flexibilité mentale. Ils doivent être flexibles mentalement, c'est-à-dire qu'ils doivent être tout le temps en recherche de nouveautés, de changements, de ne pas s'arrêter sur leurs acquis, de ne pas se poser comme c'est bon, je maîtrise et ça suffit. Il faut tout le temps être en recherche de créativité, de nouveautés, de changements. Donc avoir une très grande flexibilité mentale, d'autant plus pour ceux qui visent le monde du sport, parce que toutes nos théories sérieuses doivent être adaptées à chaque sport quasiment, à chaque niveau sportif et à chaque culture sportive. Parce que tu gères différemment, par exemple en rugby, tu gères différemment un joueur français qui vient des Landes, machin, d'un joueur qui vient d'Afrique du Sud, et d'un Néo-Z et d'un Fidjien, tu vois. T'as 4 mondes différents. C'est pas évident, ça, quand exactement. Et à chaque fois, tu dois t'adapter à ça, en fait. Donc il faut déjà parler plusieurs langues, il faut comprendre les cultures, il faut s'intéresser à eux, d'où ils viennent, tout ça, et ça prend du temps, et ça demande de l'intérêt et une sorte d'ouverture culturelle, sociale, au monde, à un peu tout, et il faut vraiment être aware, il faut être vraiment ouvert, sinon ça marche pas. Et tu t'es formé beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu te formes constamment, tout le temps ? Oui, tout le temps, c'est obligatoire en fait. Après, moi je suis un peu quand même dans une approche assez particulière, où je trouve pas le bon terme, c'est que je me forme beaucoup aussi tout seul. C'est-à-dire que je lis... autodidacte un peu. Voilà, exactement. Ouais. Je lis 2 bouquins par semaine au minimum. C'est beaucoup. Ouais, mais je lis vite, heureusement, okay. mais c'est obligatoire. Et tout, de l'histoire, de la politique, de l'économie, de la psycho, machin, tout, des romans, beaucoup, pour vraiment m'imprégner du monde sous toutes ses formes, et avoir une culture le plus large possible. Je vais
assister à des conférences, je me forme aussi dans différents ateliers, etc. Enfin, je prends tout ce que je peux prendre et je me forme à tout ce qui m'intéresse. Après, je deviens évidemment assez exigeant. Étant formateur, je m'attends à ce qu'il y ait en face du niveau. Donc, mais évidemment, il faut toujours se former. Dans le monde actuel, c'est quasi obligatoire. En fait, ça va tellement vite, les choses changent tellement rapidement, et puis les gens évoluent tellement vite qu'il faut forcément rester un peu à la page, quoi. Donc il faut. Et tu lis beaucoup, ouais. Non, en tout cas, c'est super intéressant ce que tu me dis. Et tu lis beaucoup, et du coup, est-ce qu'il y a un livre qui sort, ou un livre qui sort du lot, ou un livre que tu conseilles, ou un livre que tu offres le plus souvent? Alors. Après, ça doit être difficile vu que tu en lis beaucoup. Quand je suis très en lien avec quelqu'un, je lui offre toujours le bouquin qui, je pense, lui correspond le mieux par rapport à son profil psychologique. Donc là, j'ai une batterie de romans et de livres sous la main. Et le livre qui, je sais, marche tout le temps, que je recommande à tous les sportifs de lire que j'ai en formation, même les sportifs avec qui je travaille en préparation mentale, qui pour le coup lisent souvent beaucoup moins, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. D'accord, je connais pas du tout. Tu vas adorer ça en fait. C'est un roman initiatique qui des fois est un peu ésotérique ou un peu comment dirais-je, surprenant, on va dire, mais qui marche très bien. C'est un super roman, c'est un roman américain, années 85-86 je crois, qui est tout le temps réédité, publié, tout ça. Il y a eu un film qui est moins sympa, mais le roman, il marche toujours, vraiment. Donc c'est plutôt de la fiction. C'est de la fiction, mais c'est vendu comme un roman avec un fond de réalité, donc une sorte d'enseignement, didactique. De biographie initiatique, quelque chose comme ça. Et en fait, le protagoniste est un ancien gymnaste olympique américain, et il rencontre quelqu'un un jour qu'il appelle Socrate. Et ce Socrate-là est une sorte de vieux gourou, de vieux sage, il va lui apprendre l'enseignement. Et il se trouve que moi, j'apprends quasiment ça aussi à tous mes étudiants en préparation mentale. Alors en étant un peu plus sérieux et plus scientifique, mais je leur apprends ça. Et du coup, c'est un roman qui parle beaucoup aux jeunes et aux sportifs, et dans lequel tout le monde peut se retrouver. Ok. Et est-ce que tu as un modèle, quelqu'un qui t'inspire, ou plusieurs modèles, ou plusieurs personnes qui t'inspirent de par leurs différentes facettes? Il y en a plein. En fait, dans le livre que je sors, là, du coup, normalement à la rentrée en septembre, du coup, j'ai fait toute une page avec mon associé Olivier sur nos modèles, sur nos référents et sur nos sources d'inspiration, avec une démarche comme ça de remerciement et de, comment dirais-je, de gratitude pour eux, en fait, envers eux. Et alors j'ai plein de modèles, finalement pas très sportifs, je le dois avouer. C'est marrant. Ouais. Mais plutôt, alors moi je suis un grand fan de Lévi-Strauss, l'anthropologue. J'aime beaucoup Onfray. En psycho, je suis un grand fan de Christophe André, le psychiatre. Je trouve que ce qu'il fait sur le fond, sur la forme, c'est quasi parfait, vraiment. Puis il est cool, quoi. Il respire la sérénité, le calme et la gentillesse, il est vraiment parfait. Ricard aussi, le moine bouddhiste, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il m'inspire beaucoup pour le côté comme ça tibétain, le côté altruiste dans sa pensée, dans son développement. Alors moi j'ai par contre beaucoup d'artistes qui m'ont influencé jeune et qui m'influencent toujours aujourd'hui, en fait. Donc c'est plutôt vers l'art que je tends à la littérature dans mes sources d'influence que vers le sport, parce que les artistes et les penseurs ont une sensibilité quand même assez affirmée et qu'ils expliquent assez bien, et du coup je m'y retrouve plus, en fait. Et ils savent aussi souvent mieux décrire leur fonctionnement et leur approche que les sportifs. Du coup pour moi ça me parle plus et ça m'amène plus de choses, en fait. Donc c'est le côté très émotionnel, mais qui pour moi est plus inspirant. Puis t'aimes bien pouvoir mettre des mots. Exactement. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé un article sur un de tes sites. Et c'était marqué une citation de Teddy Riner. Et il a dit: si tu rentres sur le tatami en te disant que tu es meilleur que l'autre, tu as perdu. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Ouais, c'est une des phrases clés pour moi, en fait. C'est une phrase que j'ai mis partout, en fait. C'est vrai? Ouais, vraiment.
dans les livres, dans les méditations, que j'ai publiées, dans les conférences, je la sors tout le temps parce qu'elle est parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle casse un peu l'image déjà du judoka comme ça, un peu dur au mal et un peu combat de coq en fait, ou de gros coq en l'occurrence, mais elle casse un peu cette image-là, et puis elle est fondamentale pour nous parce que l'approche que j'ai en préparation mentale, elle est quand même très fortement influencée et basée sur la méditation. Et dans la méditation, notamment de pleine conscience, on fait un gros travail sur l'ego. Et tout le jeu pour nous, c'est de savoir jongler avec des sportifs ou des entrepreneurs ou des artistes qui ont un ego surdimensionné, avec une ambition hors du commun, qui veulent être les numéros 1, les champions du monde à 5 ans, 6 ans, etc., ce qui est totalement foldingo et limite, enfin totalement anormal. Donc ils ont un ego qui est surdimensionné, mais ils doivent apprendre à le mettre de côté quand ils sont en mode exécution d'un geste, d'une performance ou d'une partition, parce que si leur ego prend le dessus sur le reste, ils sont cuits. Ils stressent tout de suite, ils paniquent, ils sont moins bons, leur geste est un peu ralenti ou désynchronisé, leurs mouvements sont trop vite anticipés, sont trop flagrants, ils ratent des penalties faciles, etc. Et en fait, ça c'est de l'ego. Donc, en fait, on a un gros travail à faire sur l'ego, qui est une thématique vraiment qui vient plutôt de l'approche spirituelle, en fait, qu'on retrouve donc chez les bouddhistes, aussi chez les soufistes, des fois un peu chez les chrétiens, mais c'est moins sur ce thème-là, et qui théorise le rapport aux autres, la compétition, le rapport de domination à dominer, etc. Et qui, pour nous, dans le sport, vraiment, c'est magique. C'est vraiment l'outil, c'est la théorie qu'après on construit un outil qui change tout quand on la pose et qu'on travaille ça avec les sportifs. Et est-ce que c'est ça, être plus dans l'être que dans le faire, du coup ? Ou pas du tout ? Parce que, comment dire, quand tu sors de l'aspect de la performance de la médaille, ouais, et que du coup tu as retiré cet ego, comment tu arrives à te concentrer sur la performance ? Tu y arrives quand même ? Si tu si tu écoutes le discours notamment de... Alors pour moi, pour le coup, mes maîtres d'influence dans le sport, c'est souvent les tennisman. Mm-hmm. J'en ai 2 notamment, Roger Federer et Rafa Nadal, qui ont 2 profils très différents, mais qui ont construit avec le temps quasiment la même approche de leur sport et de la compétition. Ils adorent gagner, ils adorent être le numéro 1 mondial, ils adorent tout ce qui est lié à la gagne, etc. Mais je pense que ce qui les fait le matin se lever, ce qui les fait vraiment, on va dire, perdurer aussi longtemps, c'est le fait d'adorer surtout se dépasser tout le temps et de progresser. Voilà. Et quand tu les écoutes après leur défaite, c'est hallucinant. Ah mais vous avez perdu... Comment ça se fait ? Alors, ils te font tout un tralala, soit oui, mais moi je suis content, j'ai réussi, j'ai fait un bon match, et blablabla, j'ai travaillé ça, j'ai mis ça en place, ça a marché, pas ça, on va travailler ça. Etc. Ils sont tout le temps en recherche de progression en fait, et de positivité, alors que les médias ne leur amènent que à la défaite, la compétition, à gagner, perdu et leur classement ATP. Et eux, ils sont tout le temps dans une démarche de autre chose, de progression pour soi, de développement, etc. Et c'est pas simple, parce que quand tu gagnes sur un match 2 millions, il faut savoir le mettre de côté, les 2 millions. Donc c'est vraiment une stratégie de développement, de progression sur soi et de travail, en fait, tout simplement. Et tu penses qu'il faut un équilibre entre j'ai de l'ego, il faut avoir un peu d'ego pour performer, mais il faut aussi mettre du sens à la performance pour se libérer un peu de cet ego ? Mais si t'as pas d'ego, en fait, tu restes à la maison. Mais c'est ça. Tu fais pas de compétition, ou du moins tu fais de la compétition au niveau départemental, quoi. Et tu joues en équipe, t'es content pour tes copains quand tu gagnes, et puis voilà, quoi. Mais il faut avoir de l'ego, c'est obligatoire. Ces gars-là, ils ont une ambition, en tous les cas, démesurée et totalement folle, en fait, qui s'est construite dans le temps. Plus ça va, plus elle va grandissante. Et c'est souvent des joueurs, en fait, qu'on trouve après, qu'on trouve en politique, dans d'autres sphères d'influence. Mais l'intérêt pour eux, c'est d'avoir de l'ego, de l'ambition, mais de savoir la mettre de côté à des moments particuliers.
Ouais. Du coup, vraiment, ils doivent bien gérer leur mental. Exactement. Voilà. Exactement. En fait, le terme clé pour nous, c'est l'instant présent. L'ego, ça te fait te projeter tout le temps sur l'après ou l'avant. Donc, j'anticipe tout le temps la défaite, la victoire. Si la balle sort, si la balle rentre, si je prends un ace, si je mets un ace, si la balle de break, machin, etc. Je vais tout le temps anticiper ça à cause de mon ego. Ou alors, je vais tout le temps ressasser, oui, mais il a eu de la chance, j'ai raté ça, je connais ça. Voilà, en tennis, c'est caricatural. Donc, tout l'intérêt pour ces joueurs-là, c'est quand ils sont en match, de mettre leur ego de côté et du coup de se concentrer tout le temps sur l'instant présent. Donc, sur une balle, une sensation de petits pas au sol, etc. Le bruit des cordages, le bruit de la balle qui frappe la raquette, etc. Tout ça, ces petites choses, ça les remet sur l'instant présent et du coup ils anticipent moins, ils ressassent moins ça. C'est très corporel sur les sensations. Ouais, c'est un mélange d'extrême sensorialité et de technicité en fait. Vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'attends dans le 2e épisode pour la 2e partie de l'interview avec Anthony. Pense à t'abonner, on se dit à très bientôt et ciao.